Salut les troupes, bienvenue. On est avec Nicolas Rassos pour parler de la Légion du Premier Prince dans la série La Troisième, c'est la bonne. On va donc parler un petit peu de cette faction en particulier avec Nicolas, que vous connaissez déjà peut-être. Si vous ne le connaissez pas, il va se présenter dans quelques secondes, vous expliquer un peu qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Puis après, on va parler de la Légion du Premier Prince. Nico, comment tu vas et est-ce que tu peux te présenter rapidement pour tout le monde? Eh bien, moi, ça va très bien. Donc, moi, c'est Nicolas Rassos. Je suis un joueur de Icemar depuis le début du jeu, Wargamer depuis bien plus longtemps. Et je joue la Légion du Premier Prince depuis la V2, en fait. Ok. Et tu l'as joué pendant toute la V2 ou tu l'as joué plutôt à une période particulière dans la V2? Alors, en fait, au début, il y a eu la Légion Ascendant. Donc, c'était en fait l'ancien nom de la Légion of the First Prince, pardon. Alors, à ce moment-là, je ne joue pas vraiment. J'avais des idées de liste, mais j'ai jamais pu vraiment tester. Et c'est Mhm. qu'à la sortie du dernier Broken Realms, enfin le dernier, sur de Bellacore, Ouais, où là, la Légion est vraiment sortie un peu plus étoffée, où là, j'ai vraiment commencé à la jouer, en fait. ok. Top, merci pour le petit historique. Je fais un rapide remerciement, désolé, j'ai fait un petit oups technique il y a quelques secondes, mais donc remerciement au Honest Wargamer qui avait inspiré l'idée de cette série de vidéos. Je vais aussi mentionner très rapidement AOS Coach, il a fait la même chose aussi un petit peu avec des invités différents ou parfois les mêmes. Et si ça vous intéresse, le contenu en anglais est très riche aussi. Et voilà, notre volonté ici, c'est juste de transposer ça en français avec des joueurs qui parlent français, comme ça vous avez accès grâce à la langue. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la faction en quelques mots et dire qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, peut-être même si tu peux aborder, comment dire ça, le côté pratique, c'est-à-dire dans quel livre on trouve cette faction, puisque finalement elle n'a pas vraiment de livre à elle. Voilà, je te laisse un petit peu nous présenter tout ça et point fort, point faible. D'accord. Alors, déjà, l'allégeance, on la retrouve dans le Broken Realms de Bellacore, qui est sorti en fin V2. Grossièrement, je vais être un peu enfin, voilà, concrètement, il n'y a que 2 pages d'allégeance. Hein. C'est pas très étoffé comme allégeance en termes de règles. Par contre, elle a énormément de war scroll. C'est l'une des armées qui a le plus de war scroll du jeu, puisqu'en fait, elle reprend tous les démons du jeu qui sont du chaos, en quelque sorte, à l'exception des démons mortels qu'on a en Everchosen. La seule et réelle exception, ce sont j'ai complètement oublié leur nom. Ce sont les démons de Nurgle qui sont sur les mouches, là où il y a les mortels, mais c'est vraiment la seule exception qui reste encore. Oui. Mais à mon avis, avec le prochain BT, ça va disparaître. Et très probablement aussi préciser que les Skaven en ont fait partie en V2, mais qui sont sortis, puisqu'on Oui, avait les Vermin Lord qui avaient le mot-clé démon, mais qui ont été exclus à partir de la V3, si je dis pas de bêtises. c'est ça. En plus d'Archaon et le Gunsminger, en fait. Euh, Donc voilà, maintenant, ça c'était par rapport. Donc en fait, c'est vraiment une allégeance qui a énormément de war scroll. Donc ça, franchement, pour le meilleur conseil que je peux vous dire pour découvrir l'armée, c'est juste voir les 2 pages en question de l'allégeance. Y a pas beaucoup de règles, honnêtement. Par contre, en termes de war scroll, enfin, d'unité, il faut directement aller sur l'application, mettez démon, le chaos, et là vous avez tous les war scrolls, et là ce sera juste plus simple à faire, parce que sinon vous allez vous retrouver avec 4 BT en plus du BR, ce qui serait un peu difficile. Mais voilà, ça c'est le plus simple à faire. Ça, vous avez tout très facilement. Ouais. Sinon, l'allégeance, c'est axé autour de Bellacore. On verra mal une armée de cette allégeance-là sans Bellacore, puisque déjà la première règle de cette armée-là, c'est justement que Bellacore, donc ça c'est une règle qui est très useless, qui est qu'on peut reroll tous les hits, à condition d'avoir tous les démons mineurs de chaque démon à 9 pas de lui. C'est trop cher payé pour ce que c'est, donc on ne voit jamais en fait. Parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre autant d'unités pour un si petit buff. Par contre, il y a une excellente règle qui rend Bellacore vraiment très résistant sur le coup, qui est qu'il peut transvaser les dégâts qu'il subit sur une unité à 9 pas de lui de démons mineurs. Ce qui le rend vraiment très tanky. Donc, il faut Et savoir que ça, c'est Bellacore, sur un 4+, c'est ça, hein? c'est ça, voilà. Donc en fait, on voit, Bellacore, il a une terre à 4+, donc déjà ça, il meurt 50% des dégâts qu'on lui inflige, outre les mortels. Et après, il peut les transvaser sur 4+ encore sur une unité qui veut à 9 pas d'elle.
pas entièrement, juste elle neuf pas. Ce qui fait qu'il réduit de 75% les dommages qu'on lui envoie, en fait. Ce qui le rend vraiment très solide sur le coup. Tout à fait. Et en plus, ça se cumule bien avec le fait qu'on peut, cette agence-là permet d'invoquer des unités de démons mineurs, je précise. Donc en fait, ça se fait sur 3 jets de dés. Si on fait 10 ou plus, on peut invoquer une unité. Si on fait moins, on rate. On le fait à la fin de la phase de mouvement avec l'un des héros démons qu'on a sur la table. Dans le cas de Be'lakor, c'est là où Be'lakor est vraiment très bon, c'est qu'en fait, normalement, on invoque les unités de démons mineurs en fonction de la marque de dieu du héros en question. Dans le cas de Be'lakor, il n'a pas de marque prédéfinie, mais par contre, lui, il peut invoquer ce qu'il veut, et aussi, entre autres, Six Furies. Je reviendrai plus tard sur les Six Furies parce que c'est vraiment une excellente invocation. On aura tendance plus souvent à invoquer des Picors, mais les Furies sont vraiment pas négligés, sont très forts tactiquement. Donc ça se cumule. En fait, l'invocation avec le fait que Be'lakor peut transvaser des dégâts, c'est un très bon combo rien qu'à lui tout seul. En fait. Rien que le fait de le mettre lui sur la table avec ces deux règles-là, le rend très costaud et avec un très bon contrôle map en fait. Sans parler que Be'lakor en lui-même, il a quand même un war scroll intéressant aussi. Oui, clairement. Mais on y reviendra sûrement on un y petit peu reviendra plus après. tard. Voilà. Et là où je voulais venir par rapport au war scroll des différents démons qu'il y a dans l'armée potentiellement, il y a énormément de démons qui ont un style de jeu très contrôle sur l'adversaire en fait. Donc ça, c'est pas des règles d'allégeance pure, mais on le voit directement sur le war scroll de Be'lakor, qui a l'une des meilleures règles, si pas la meilleure règle de contrôle du jeu, qui permet de bloquer une unité ennemie. Et en fait, on va remarquer au fur et à mesure, c'est qu'on switch au fur et à mesure des war scrolls des démons, qu'il y a plusieurs petites unités ainsi qui peuvent faire plus ou moins pareil en fait. L'agence a quand même 2 bons artefacts. Il y en a un qui est très défensif, que personnellement j'affectionne beaucoup, parce que pour cette V3 il est vraiment très bon, qui est une full reroll save contre les armes de mêlée. Seulement contre les armes de mêlée, mais ça a un impact énorme aussi en termes de contrôle. Donc on va envoyer un héros démon, même si c'est une CV 4, qui peut aller locker des unités avec cette reroll de save, même si elle est très résistante. Pour donner un exemple, j'ai déjà envoyé un don majeur de corne avec cet artefact-là, contre 2 Mamokosha, et elle a survécu pendant plusieurs phases de combat. Oui, c'est vrai que le reroll se fait rare et ça fait toujours plaisir de pouvoir le sortir quand on a à disposition, c'est clair, surtout sur les saves. C'est ça. Et en plus de ça, là où l'armée est beaucoup plus récente, c'est que toute l'armée reçoit une ward à 6+, une protection en français. Ce qui rend déjà 16% de résistance à l'armée de manière globale, parce que tous les démons n'ont pas spécialement une ward à la base. Non. Et donc, rien que ça, c'est déjà un très bon buff. Rien que ça peut paraître anodin, mais sur la totalité des points de vie, ça fait beaucoup de différence en fait. Tout à fait, c'est clair. Et après ça, on a quand même encore 2-3 petits points un petit peu moins glorieux, mais qui sont quand même bien à mentionner. Oui, donc là, j'avais noté par rapport à la magie. La magie elle est vraiment très mauvaise par rapport à l'allégeance, si je parle bien. Donc en fait, l'allégeance n'offre qu'un seul sort. Et le sort en question, comme on est dans une armée qui n'a pas spécialement beaucoup de war scroll avec des synergies pour vraiment bien les buffer au corps à corps, à 2-3 exceptions près, mais qui sont très chères, et bien en fait, le sort en question, c'est on choisit une unité de démon à 12 pas qui peut frapper en mourant jusqu'à la fin du round. C'est ça que ce sort-là, il a 2 défauts, c'est que ça agit seulement sur le round, donc pas toujours très bien applicable. Donc là où d'habitude on a plus l'habitude d'avoir jusqu'à prochaine phase de héros, le round, ça casse un peu déjà cette mécanique-là. Et comme j'ai dit, parce que les war scrolls des démons ils n'ont pas beaucoup de synergie, donc quand ça arrive, on n'a pas spécialement envie de frapper frapper en mourant avec des porte-pèces, par exemple, qui n'ont aucun buff. En effet. Euh, Donc un sort un petit peu situationnel, quoi. Oui, au mieux. oui, on est content de l'envoyer sur un démon majeur ou quoi, mais même comme ça, honnêtement, pour avoir fait plusieurs parties avec, dans tous les cas, on fait une partie avec, c'est vraiment le sort, on le lance en général parce qu'on n'a rien d'autre à lancer, et même comme ça, j'ai jamais réussi à le placer en fait, ce qui est plutôt dingue en fait, parce que j'ai fait beaucoup de parties avec cette armée et j'ai jamais réussi à l'utiliser. Ouais. Ensuite, je vais venir avec oui. J'allais dire, en soi, tu peux te rattraper ailleurs pour la magie avec cette faction, puisqu'il y a quand même
des choses à faire, mais juste pas avec le domaine de magie de la faction en elle-même. C'est ça, parce que les démons, c'est une armée qui est très forte en magie à la base, quand on voit les War Scrolls. Et c'est ça qui, moi, personnellement, m'a un petit peu déçu quand la première fois que j'ai vu l'Alliance. Bah voilà, c'est pas un drame non plus. Non, On en va effet. peut-être pleurer. Sinon, au niveau de trait de commandement, alors oui, là, il y a une petite déception dans le sens où il y en a un qui est excellent, mais les deux autres sont vraiment. En fait, ça, j'aurais pu le mettre dans le fait que ce soit un bon point, mais en fait, ça oblige à prendre ce trait de commandement-là, parce que les autres, ils sont vraiment très mauvais. Donc, le trait de commandement qui est bon, c'est le fait que normalement, toute l'armée est ward à 6. Là, quand on est entièrement à 8 pas du général, la ward devient 5+. Ce qui fait qu'on passe de 16% de chance de protéger nos unités à 32. Là où à la base, on n'avait pas d'autres résistances. Ce qui commence à faire qu'on a vraiment des packs de démons qui peuvent vraiment être très solides, malgré le fait que ce soit seulement entièrement 8 pas. Mais c'est là où c'est intéressant, plus en V3, parce que l'entièrement 8 pas permet de mettre les monstres là où on peut moins mettre les gros packs. C'est vraiment là, en fait, c'est vraiment on se dirige vers une liste d'armées où on va principalement jouer que des gros papas et peu de cohortes d'unités, en fait. Ouais. Et je vais même pas mentionner les autres tellement qu'ils sont mauvais, je suis désolé. Oui, mais c'est pas Euh, grave, c'est bien que tu l'as mentionné, c'est bien. voilà. Et aussi, un autre truc que je voulais dire aussi par rapport au trait de commandement, c'est on peut avoir une règle avec Belcor si on le désigne comme étant général. Donc, lui, il n'est pas un général supplémentaire, contrairement à d'autres armées. Donc lui, si on décide de le mettre général, il reçoit une aptitude commande qui est vraiment pas mauvaise, mais du coup, on n'a pas cette ward à 5+, ce qui fait qu'à chaque fin des routes, que ce soit allié ou ennemi, on jette un dé pour chaque unité de son armée pour les petits démons mineurs. Sur 3+, on raise un être modèle, à l'exception des Horrors, où on peut ramener qu'une Brimstone. Ce qui est vraiment pas mauvais. Maintenant, c'est pas mauvais, Non, c'est vraiment pas mais, mal. mais ça bouffe beaucoup de points de coup. Oui, fatalement. Ok. Et Euh, après, voilà, alors, on avait aussi le fait que l'armée n'a pas d'alliés, mais comme tu l'as déjà mentionné, c'est pas dramatique dans le sens où, effectivement, à la base, on a une richesse très importante dans les War Scrolls disponibles dans le reste de l'armée. bah, là où c'est décevant quelque chose, c'est qu'en fait, quand on lit les allégeances, enfin les différents War Scrolls qu'on peut avoir normalement, on remarque que c'est souvent les héros mortels qui ont buffé les unités pour qu'elles soient plus impactantes en termes de létalité en fait. Je prends un exemple qui est très simple, qui est très fort, c'est le Blue Scator. Le fait d'avoir plus un attaque sur les Blood Eater, par exemple, rajoute 50% de létalité, là où on aurait bien voulu les avoir. Ouais, C'est là où le fait de ne pas avoir d'alliés, ou le fait de ne pas avoir de mortel tout court, nerf cette létalité-là, et qui va vraiment, comme je dis, orienter vers le fait d'avoir des gros monstres et un contrôle de jeu un style de jeu qui est très contrôle, pardon. ouais, tout à fait. Ok, parfait. Bah voilà, donc ça c'est une petite introduction de la faction sur son fonctionnement de base et là où elle est en ce début de V3 de manière basique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va demander à Nico un peu selon lui qui sont les gagnants en fait dans cette V3, qui bénéficient le plus de cette version 3. Nico m'a envoyé une petite liste auparavant que vous voyez sur l'écran en ce moment et que Nico va détailler un petit peu plus. Je te laisse faire le tour du propriétaire. Donc, j'ai mis les trois premiers, parce que je vais les mettre ensemble en quelque sorte. C'est Be'lakor, Kéros et le Prince des Montcurnes. En fait, en ce moment, c'est un peu les must-have de l'allégeance. Donc, Be'lakor, je ne vais pas y revenir, on sait très bien, je vais t'expliquer tantôt pourquoi. Parce qu'on ne Mhm. peut pas faire de liste sans lui à ce niveau-là. Je vais directement d'abord parler du Prince Démon de Corne. Parce que là, en fait, qu'importe dans quelle armée où je joue en ce moment pour la V3, le Prince Démon de Corne est extrêmement fort. C'est un style de jeu très contrôle, comme je disais. Et là, typiquement, c'est l'un des meilleurs War Scrolls en termes de contrôle qu'on puisse avoir actuellement. C'est que, je vais expliquer son attitude si personne ne le connaît. C'est pour un point de coup, à la face de l'héros. Il dégage une aura de 18 pas. Tous les ennemis qui rentrent dans cette bulle-là ont divisé par deux leur sprint et charge. Déjà en V2, c'était déjà très bon. En V3, c'est encore. Là, maintenant, c'est même immangeable. Pour certaines armées, c'est très compliqué. Dans le sens où maintenant, on a le redéploiement. Donc, le redéploiement, c'est vraiment, on jette un dé une fois qu'une unité ennemie a fini un mouvement à moins de 9 pas. Et en fait, on fait un mouvement de 1d6 avec ce jet de dé, en fait. Donc, imaginons une situation où on met juste une unité de battle line
tout devant l'adversaire. On met le prince démon à 18 pas des unités ennemies. Votre adversaire, même s'il se met à 3 pas d'unité battle line, il se dit, OK, j'ai envie de tuer ta battle line ce tour-ci, il va désigner l'unité en question. Il va se mettre à 3 pas. On jette son dé, même si on fait 1, le fait de diviser par 2 la charge, ça fait que cette charge, normalement, qui devait être à 6 parce qu'il était à 3 pas, devient à 8. Et plus on fait un gros jet, plus ça va réduire Ça considérablement peut le jet même de rendre dés. la charge peut devenir impossible, en fait. Oui, en fait, à partir du moment où on fait 4 plus, l'adversaire ne peut même plus charger, en fait. Voilà, À moins qu'il ait des buffs à la charge. Donc, 50-50. c'est ça. Il y a déjà une chance sur 2 de complètement annuler la charge. Et en dessous, on la réduit considérablement, en fait. Ouais. Donc, ça, typiquement, je l'ai encore vécu ce dimanche où j'ai fait une partie. Mon adversaire, il a voulu tuer mes Battlemen qui étaient des chiens de corne. J'ai mis devant lui. Il a voulu le faire, il a tenté. Et juste, j'ai fait un 5 à mon jet de dés. Et ça lui a fait perdre 3 points parce qu'il voulait le tuer avec des monstres. Bien Donc, sûr. 3 points sur une partie, juste avec un point de coup comme ça, c'est extrêmement fort. Ouais, ouais. Mais c'est une thématique qui, je pense, va revenir sur toute l'explication ici, c'est que c'est une armée qui, comme elle joue sur le contrôle, va pouvoir en fait bloquer votre adversaire au niveau de ses tactiques de bataille, ce qui est une grosse part du jeu maintenant, hein. Et le fait d'enlever ces points, en fait, c'est crucial dans une game, peu importe le scénario. Si vous empêchez votre adversaire de faire ses tactiques de bataille, vous lui mettez une sérieuse épine dans le pied et avoir ces outils-là à disposition, c'est super fort. C'est exactement ça. Et ça se combo avec Chaos. Là où, imaginons, Chaos, en fait, déjà, c'est un très bon sorcier, donc il a 3 dispels qui sont très bonnes, dans le sens où il jette 2 dés, il prend le plus petit dé, ça devient le plus grand. Donc si on fait un 6 avec un des dés et que l'autre fait un 1, imaginons, le 1 va devenir 6, et du coup le jet devient un 12 très facilement. Donc il va dispel très facilement 3 sorts, parce qu'il a 3 dispels, Confirme. ce qui peut en frustrer plus d'un, en fait, tu l'as vécu. Et il a une règle qui est extrêmement forte. Il peut le faire qu'une fois par partie. Et heureusement, il peut le faire qu'une fois par partie, pardon. C'est il peut changer la face d'un dé comme il veut, que ce soit celui-là d'un jet de dé allié ou ennemi. Donc, Dans le on peut tout à sens fait bloquer où, ouais, une charge cruciale ou faire une charge cruciale, qui est c'est ça. ce qui peut vraiment faire toute la différence sur une partie. Oui, oui. Donc il y a vraiment moyen de bloquer encore une fois enfin, un secondaire adverse ou même de fiabiliser un secondaire adverse. Pour donner un exemple que j'ai fait de mes dernières parties, j'ai désigné une unité de chiens qui était la bataillon que je voulais tuer lors de ce tour. J'ai utilisé le spell portail et son sort à lui pour pouvoir sniper les 2 chiens en question et pouvoir en même temps voler l'objectif de mon adversaire. J'ai raté mon jet de dés. Voilà, ça arrive. J'étais obligé, en changeant le dé de Kéros ainsi, ça m'a permis de fiabiliser mon jet de dé, de réussir mon jet et de pouvoir tuer une unité de battleline, le faire avec un monstre et en même temps voler l'objectif qui m'a fait rapporter 4 points. Donc ce dé de Kéros me fait gagner 4 points. Et mine de rien, Ah, ça fait une différence énorme. Hein. Ça ouais. fait vraiment une grosse différence. Juste, on peut revenir 2 secondes sur Bellacore parce qu'on n'a même pas expliqué son War Scroll et pour ceux qui ne savent pas son aptitude qui fait qu'on reste encore dans le contrôle. Je te laisse expliquer ça, mais c'est important de le mentionner un Oui, petit peu pardon. plus en détail. C'est vrai que je parle en partant du principe que les gens le savent déjà, mais c'est pas C'est nécessairement pas vrai. toujours le cas, non. C'est pas toujours le cas. Donc, Bellacore, c'est un prince démon qui est un monstre qui est très solide en termes de points de vie et le fait en résistance, parce que c'est la 4, plus ce que je disais à Nanto, qui transvase les dégâts. C'est une save à 4 qu'on ne peut pas modifier, hein, il est éthéré. Oui, oui, ça. Donc, il peut pas recevoir de boost non plus, mais ça, c'est pas trop grave au final, apparemment. Mais là où il est très impactant, c'est qu'en fait, il a une règle qui est monstrueusement forte, c'est aussi une fois par partie. Au début de la phase de héros adverse, je vais jeter un dé, enfin, je désigne pardon, une unité ennemie sur la table, n'importe où sur la table, il n'y a pas de portée ni de ligne de vue, juste qu'elle soit sur la table. Mhm. Cette unité-là, à chaque début de phase, je vais jeter un dé sur 3 plus, elle ne pourra pas utiliser de points de commandement, recevoir de points de commandement, ne pourra pas faire de mouvement, lancer des sorts, dispel un sort, abjurer, déclarer une charge, faire une attaque, ni tirer. Elle peut faire la déroute si elle veut, par contre. Voilà, c'est sur un 3+.
Pas trop plus. Donc, sur 66% de chance, on va casser une des phases. Et en fait, on va jeter à chaque fois le dé à chaque début de phase, en fait. C'est ça. Pas à chaque action, mais vraiment à chaque début de phase. C'est ça. Donc, on peut vraiment partir du principe où votre adversaire, encore une fois, le principe des secondaires, il va dire, OK, maintenant, j'ai envie de te voler, je l'ai fait contre Morati. Il dit, voilà, je vais tenter de prendre 2 objectifs enfin, juste de prendre les 2 objectifs à l'extérieur, pardon, je mets tout le temps le nom, je suis désolé. Oui, c'est pas grave. Juste dit, OK, petite Morati, c'est la seule qui était apportée pour prendre les objectifs avec la grosse, la Shadow Queen, pardon. Je fais OK, j'ai ciblé la petite. Si je fais un 3 plus sur ta phase de mouvement, plus les autres effets, tu pourras pas prendre l'objectif, et du coup, ça lui fait perdre 3 points. Oui, voilà. Encore une fois. Encore une fois, on grappille les points comme ça, en fait. C'est ça. Donc ça reprend un petit peu ce qu'on voit ici à l'écran, hein, c'est le contrôle et l'avantage en fait, en particulier, ça je te laisse expliquer hein, sur les Death Star et les dieux. Death Star, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est généralement une unité sur laquelle on va mettre plein de combos pour qu'elle puisse nettoyer l'armée adverse en une fois ou en 2 tours. Et donc en fait, vous mettez, si vous voulez, un peu tous vos œufs dans le même panier quand vous faites une Death Star. Voilà. Mais je te laisse un peu expliquer en quoi en particulier, ce type de liste et ce type de personnages que tu as mentionnés peuvent jouer très bien contre ce genre de liste. En fait, tu donnes déjà pratiquement la réponse dans la question, en fait. Oui. Dans le sens où votre adversaire va avoir une grosse unité qui sera vraiment très boostée. On va parler, par exemple, dans le cas d'un dieu, imaginons un Nagash ou un Archaon, c'est pratiquement 900 points, sans compter toutes les unités qui vont le buffer. Je prends plutôt l'exemple de l'Archaon parce qu'Archaon, il a souvent des unités qui vont le synergiser encore plus. Donc, votre adversaire va avoir pratiquement 1200, peut-être même 1400 points qui seront là pour le buffer lui. Enfin, lui-même et les unités qui vont le buffer. Donc, le fait de cibler avec Be'lakor, avec sa règle qui fait qu'il est bloqué, on peut le faire potentiellement pendant 2 rounds, parce que faut pas oublier que la règle de Be'lakor, c'est on fait pendant le début de la phase de héros adverse, mais celle-ci dure jusqu'à ma prochaine phase de héros, en fait, le joueur de Be'lakor. Oui. Donc si vous faites un double tour, pendant vos 2 tours, votre unité risque d'être bloquée sur un 3+ à chaque phase. C'est ça. Donc, là, on est clairement dans une armée qui est tellement contrôle qu'en fait, on interagit plus pendant le tour adverse que pendant nos propres tours, en fait. Donc, en fait, on va souvent avoir tendance à vouloir donner le tour à notre adversaire, en fait. Tu veux prendre le double tour? Vas-y, je te le donne, il n'y a pas de problème. C'est vraiment ça. C'est cadeau. C'est cadeau. Donc, vraiment, on va avoir cet aspect-là où votre adversaire il se dit, OK, maintenant, avec mon Archaon, je veux détruire une unité. C'est pratiquement 1200 points qui, pendant potentiellement 2 rounds, ne vont pas agir. Il y aura 1200 points qui ne vont pas agir pendant 2 rounds. C'est très dur. Ça montre très dur pour l'adversaire. Très frustrant aussi, d'ailleurs. Oui, en effet. C'est la même chose pour tout ce qui est Death Star. Donc, si maintenant c'est plus. Voilà. Une unité qui est assez Death Star chez Scavenge, par exemple, c'est le pack de 9 Stormfind. Oui. Typiquement, Stormfind, tu leur dis tu peux pas tirer pendant 2 rounds. Il n'est pas serein. Hein. Il est clairement pas serein. Non, vraiment pas. Non. Surtout que si j'en sors 9, c'est là encore plus ou moins 1000 points plus les buffs. Hein, donc on remonte dans cette logique de 1200, 1300 points sur une unité. Bah oui, si elle joue pas pendant 2 tours. Et là, on parle seulement de l'effet de Be'lakor, mais il y a encore d'autres unités comme Kéros, ou même, je vais revenir aussi avec plus tard avec Sinessa par exemple, qui peuvent encore donner plus de contrôle sur ce genre d'armée en fait. Tout à fait. C'est là où je notais par rapport aux richesses des combos, c'est que là, on va avoir beaucoup de War Scroll avec les démons, et War Scroll les démons, ils ont vraiment des petites règles très particulières. Franchement, les règles des démons sont assez vicieuses en quelque sorte. J'ai pas trop m'étaler là-dessus parce qu'il y en a vraiment énormément. Peut-être en citer juste une par rapport à l'invocation, parce que je sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui jouent cette armée-là, mais qui négligent l'invocation des furies. Tantôt, je mentionnais. Pour moi, les furies, c'est l'une des meilleures invocations à faire avec Be'lakor, outre les Pink Horror. Pink Horror, on en invoque 5, c'est des sacs à PV. Ils ont leur petit tir qui est sympa. Mais les furies, par contre, elles sont assez tactiques à jouer, dans le sens où on peut potentiellement voler un objectif qui est très loin. Si tu peux expliquer comment, ça peut être intéressant. C'est par exemple, Be'lakor, il a un mouvement de 14.
Imaginons, votre adversaire, il a un objectif qui est vraiment très loin, il est au bout de la table. Oula, désolé. Imaginons votre adversaire a laissé un objectif au bout de la table, vous êtes trop loin. Parce que votre armée n'a pas de téléportation, ça il faut le savoir. Mhm. Donc souvent, votre adversaire va un peu négliger cet aspect-là. C'est ok, mon adversaire n'a pas de téléportation. Voilà, il va oublier de mettre des unités à l'arrière, ce qui est complètement logique. Hein. Bah, typiquement, votre Belacor va faire un mouvement de 14 plus potentiellement un sprint. Mais on va calquer au point de coup pour faire un mouvement de 20. On fait une invocation de furie. Invocation de furie, on le met entièrement à 12 pas de Belacor. Elles se mettent à plus de 9 pas de l'unité ennemie. Et à partir de là, en fait, ils vont pouvoir décaler une charge à 9 pas de l'unité ennemie et faire un mouvement, parce qu'en fait, les furies ont comme règle particulière, c'est qu'ils peuvent faire, au lieu de frapper, donc de faire un mouvement de pain de frapper, ils peuvent faire un mouvement de repli à la place. Ouais. C'est un mouvement de 12 avec le mot-clé vol. Donc, on parle d'un mouvement de 20 avec Belacor, plus 12, 32, plus potentiellement une charge à 9 pas. J'ai oublié le Plus compte. la retraite 32, encore de 12. 41, 41 plus 12, 53. 53 pouces, 53 pouces de distance. Ah, vous me direz, Partir, ouais, tout ça, faut beaucoup avoir de la chance parce qu'il faut rester une charge à 9, voilà. Mais c'est là où Keros intervient aussi. Le fait de changer un dé, concrètement, votre charge qui est normalement à 9, c'est une charge à 3 plus avec un dé. Si vous faites en 3, l'autre dé, même s'il fait un 1 ou 2, vous pouvez le changer pour en faire un 6. tout à C'est fait. déjà arrivé, et c'est typiquement ce genre de move qui peut ramener beaucoup de points et même plier la game. Votre adversaire ne peut pas tout prévoir, en fait. Et c'est typiquement le genre d'action que les Fury apportent, en fait. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un combo assez intéressant, hein, qu'on verra certainement, on le voit pas venir. Hein, il n'y a pas moyen d'anticiper ça, enfin très difficilement, quoi. Bah, même si maintenant on veut bloquer Belacor, Belacor peut quand même se désengager, en fait, et il fait sa vie. Ouais, c'est ça. On sait pas en fait le contrer, sauf si on met vraiment des unités qui restent sur objectif. Mais voilà, c'est typiquement, on n'a pas, de téléportation, mais on a cette mobilité-là pour le faire potentiellement en fait. Tout à fait. Le dernier point que tu as mentionné, c'est les monstres. Ça va être assez rapide comme point, comme j'imagine, mais, mais vas-y, Oui, oui. je te l'explique. Bah, les War Scrolls des démons, c'est principalement axé que sur les monstres, enfin, les héros en fait. C'est là Mhm. où toute la force de cette armée-là, ce sont les héros. Et en fait, les règles des héros chez les démons sont très, comment je vais dire, individualistes, dans le sens où leurs règles leur boostent eux-mêmes ou vont infliger des mulles sur l'adversaire. C'est rarement pour buffer les petites cohortes d'unités, comme je mentionnais tantôt. Ça, c'est plus les mortels qui font ça de manière générale, ce qu'on n'a pas accès. Alors du coup, on va vraiment avoir une armée axée que sur des monstres, avec très peu de grosses cohortes. On peut faire avec beaucoup de cohortes, avec, je sais pas moi, 30 pink, 30 plaques Bura, et tout dans le genre. Mhm. Mais tout le gameplay pur de l'armée va s'axer sur les gros monstres, en fait. Ouais, tout Les à fait. démons majeurs, voilà. Et on rappelle un V3 monstre, c'est bien parce qu'on a des bonus en fin de phase de charge qui vont avoir des impacts sur la phase de combat. Et bien sûr, ça vous rapporte bien sûr potentiellement des points de victoire supplémentaires. Le seul inconvénient éventuellement, c'est que si on vous tue un de vos monstres, vous perdez, enfin, vous offrez un point à votre adversaire en fait. Mais voilà, avec le contrôle qu'on a, si on perd quelques monstres, on peut encore se le permettre avec une liste comme celle que tu nous proposeras plus tard dans la vidéo. Je pense qu'on a fait le tour des gagnants, sauf si tu vois encore autre chose à mentionner. Non, sinon la vidéo va faire 2-3 heures. Oui, parce tu as mentionné Cinessa, on en parlera dans la liste, mais effectivement, il y a encore d'autres choses qui sont intéressantes. Hein. Je pense au Contorted Epitome, qui est aussi intéressant, qui peut-être pas forcément le truc le plus fort de l'agence, mais pour l'avoir vu en action, il peut faire le café, c'est clair. Enfin voilà, on va passer chez les perdants maintenant. Donc ouais, voilà, ce que j'ai mentionné au fur et à mesure de la vidéo, c'est que l'armée a très peu de létalité. Enfin, très peu, j'exagère, mais disons que, comme je disais, l'armée a très peu de synergies qui peuvent les buffer eux-mêmes. À deux, trois exceptions près, mais elles sont très cher payées. On peut imaginer les drones, les plaques drones, donc les mouches de Nurgle.
Elles peuvent avoir plus d'attaque parce qu'elles sont tout près d'un héros. Elles peuvent avoir plus d'attaque encore via le point de code du démon majeur à la face de héros. Elles peuvent avoir plus d'attaque via le petit héros, donc j'ai oublié le nom, qui est un scribe Ouais. pendant la phase de combat, parce que ce sont des pikebearers, donc ils ont monté, ils peuvent avoir plus d'attaque. Et on met encore le deuxième petit héros, qui est aussi l'autre variante de scribe, qui donne que tous les 6 hits font des BM. Donc, tout ça, ça fait que vos mouches vont faire une saturation folle d'attaque. Je ne saurais plus vous dire combien d'attaques c'est en tout, mais je C'est pense que beaucoup. c'est vraiment beaucoup. C'est un peu moins de 100, je pense. Ouais. Mais tous les 6 hits vont faire de la BM. Ça n'a pas de rend, mais voilà. Et Mais tout ça, on cherche les BM. oui, voilà, là on cherche clairement la BM. Mais tout ça, c'est vraiment beaucoup d'investissement pour une seule unité, en fait. Ce qui, pour moi, ne vaut pas la peine, en fait. Ou alors on peut imaginer une autre variante avec bon, avec le démon majeur de Sanesh qui fait frapper 2 fois, avec le sort persistant de Sanesh avec le visage, qui a été remis à jour, qui permet de faire en sorte qu'une ennemie qui était ciblée frappe en dernier. Donc on peut vraiment envoyer des pitomes qui frappent 2 fois en faisant plein de BM, ou le démon majeur de Keeper of Sanesh lui-même. Hein. Mais voilà, à part ça, il y a très peu de létalité de base. Le second point qui n'était pas spécialement bon, donc j'ai mentionné la combo avec les Furies, mais de base, l'armée, à l'exception des monstres, très peu de projections. On parle quand même des unités comme les Plague Bearers ou les Peacocks en mouvement de 4 ou 5. C'est très faible, honnêtement, c'est très faible comme mobilité. Et Oui, parce que sans parler aussi de la force de frappe qui va avec. Hein. C'est pas des unités qui sont dingues si elles sont juste comme ça. c'est ça. Ces unités-là, typiquement, sont là pour prendre des objectifs, mais si votre objectif est en plein milieu ou chez l'adversaire, bah, ils vont devoir courir pendant très longtemps. Ce qui est leur défaut, et mine de rien, on ne peut pas envoyer spécialement les monstres tout seuls se balader sans protection. Par exemple, Be'lakor, c'est difficile de l'envoyer tout seul sans avoir des unités à 9 pas pour transvaser des dégâts. En fait. C'est le défaut qu'a Be'lakor par rapport aux petites unités pour le protéger. Donc, voilà, ça, c'est le petit défaut qu'ils ont. J'avais noté qu'ils ont du mal contre les armées de tir. Donc, typiquement, il y a beaucoup de synergie pour casser le jeu des armées de corps à corps, beaucoup moins contre le tir. Là où on est plus content, c'est qu'on a la Ward à 6, si pas Ward à 5. Et le fait qu'on peut espérer que nos monstres en question survivent à la phase de tir, mais contre une armée très létale au tir, bah, si on perd un, voire 2 monstres par tour, bah, très vite on va sentir surpasser. Parce que clairement, nos Plague Bearers ou les Pictos ne vont pas pouvoir tenir toute seule la partie. Et j'avais Oui, noté la One Drop. Oui, je vais juste mentionner par exemple un exemple contre une armée de tir. Si vous prenez la liste avec 40 ou 50 sentinelles luminettes et plus éventuellement un techlist dans le lot, c'est typiquement ce genre d'armées qui peuvent poser problème éventuellement. oui, ou même la Stormcast Shoot. Là, t'as mes amis qui veulent me battre ma liste, bah, ils sont en train de faire la liste la Shootcast, pardon. Oui, la shootcast. Bah là, typiquement, elle revient en force apparemment. Donc, ça, on verra plus tard, mais voilà. Et Oui, ça peut poser problème. ça peut poser problème, clairement. J'ai noté que la one drop n'est pas possible. Alors oui, elle est possible. On met seulement Be'lakor et puis le reste, c'est des petites unités. Mais en faisant ça, on perd énormément en gameplay. Donc on est un peu obligé de mettre plusieurs monstres, comme je disais. Rien que mettre Keros et Be'lakor, c'est au minimum 2 drops en fait. Là où on a beaucoup d'armées qui sont, comme je disais, les armées de tir. Les armées de tir actuellement, elles se jouent beaucoup au one drop. Ouais, tout à fait. C'est là où ça pêche un peu en fait. Ouais, mais c'est ce que c'était j'ai écouté un podcast sur une liste idonette, entre autres. Il disait qu'effectivement, avoir le one drop peut permettre de contrer certains styles de jeu. Bon, idonette, c'est pas un très bon exemple, hein, parce qu'il y a la règle qui contre beaucoup le tir, qui, qui, qui fait que les idonnettes n'ont pas trop à se soucier du tir, mais effectivement, avoir un one drop et une très bonne projection peut facilement contrer une armée de tir. Et ici, on n'a ni l'un ni l'autre. On n'a pas la C'est projection ça. et on n'a pas le one drop. Donc, effectivement, on comprend la difficulté à jouer contre du tir. Effectivement. Est-ce que tu vois éventuellement d'autres
éventuellement War Scroll ou Aspect qui sont perdants pour la faction? Voilà. Je l'ai pas noté, mais tu l'as mentionné là tantôt, c'était les Skaven qu'on a perdu par rapport à V2, mais ça c'est Hmm. plus voilà. Ouais. En fait, avant on avait le Verminlord Corruptor qui était avec un artefact qui s'appelle le Fourfall Blade. En fait, à chaque fois qu'on fait un 5 to hit non modifié ou un 6, on fait un des 3 mortels. Lui-même, il avait dans son Power Scroll les 6 to hit font une mortelle. Donc chaque fois qu'on faisait un 6, ça faisait des 3 mortels plus 1 en fait. Il avait comme point de commandement qu'il pouvait essayer de donner une full reroll hit. Et en fait, sur son profil à lui, c'est là où c'était indécent, c'était qu'il avait une seule arme de corps à corps qui faisait 10 attaques. Donc il avait 10 attaques, full reroll, tous les 5 non modifiés, ça faisait des BM. Ça faisait une vague abominable de BM. J'en étais même des fois triste pour mes adversaires. Je faisais au minimum 12 BM, et 12 BM c'était souvent assez gentil. Je crois que mon record, c'est en une phase de combat, c'était 27 BM. Là c'était par contre 27 BM, c'était assez indécent. Ouais. Mais Mais ces jours voilà, sont finis. les jours sont finis, et heureusement, il faut pas se leurrer, c'était juste trop fort en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que tu aurais été beaucoup trop fort d'avoir ce Ouais. l'autre qui se balade et qu'il faut ton BM. C'est là où, en fait, avant on avait cette létalité-là, maintenant on l'a perdu. Et maintenant, du coup, c'est mieux de faire des listes d'armées qui sont axées que sur le contrôle que jouer aussi un peu Avec, là-dessus. En fait. ouais, et voilà, et avec quelques figurines qui vont avoir un peu de force, mais qui vont frapper en précision, en fait, qui vont à un C'est moment ça. donné sortir pour frapper et faire mal là où il faut. Mais avec le contrôle que tu as, effectivement, tu peux déterminer ça à l'avance et tu as les outils, en fait, pour le faire arriver. Oui, c'est exactement ça. Donc on a vraiment le moyen de faire des frappes chirurgicales tout en se protégeant par rapport à notre contrôle. En fait. C'est exactement comme tu viens de le dire. En fait. Ouais. OK. Bah, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour pour nos perdants. Donc, ce que je propose maintenant, c'est qu'on aille voir un petit peu ta liste puisqu'on en a déjà un petit peu parlé. On a mis, juste, pour le plaisir, le petit graphique, qui vient de Lizbot, dont j'avais déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos. Si vous n'avez pas encore regardé, je mettrai le lien en description quoi qu'il arrive. C'est un super outil, qui permet un petit peu de se faire une idée de ce que les autres joueurs jouent, ce que votre liste est capable de faire. Mais ça reste un bot, donc il sait pas tout et par exemple ici, il a du mal à comprendre en fait, la liste de Nicolas, il a pas tous les outils pour, la juger, enfin l'évaluer de manière, 100 correcte. Mais je te laisse un petit peu dire pourquoi et puis aussi expliquer, ta liste, ce qu'il y a dedans et voilà. Oui, bien sûr. Alors, juste par contre, je ne sais pas si les gens peuvent voir toutes les Ah parce que oui, je vois que ta tête sur une partie. Sinon, hop, je le mentionne, hein, c'est pas voilà. un problème. J'ai juste bougé, personnellement, je l'ai bougé, mais toi, tu as peut-être une autre vue, mais moi, j'ai bougé ma tête pour être sûr que c'est visible. D'accord. Ben, je vais faire vite fait un topo de ma liste de ce que je joue. Donc, Bellator, sans surprise. Kéros, le prince démon, donc sans surprise. Toujours prince démon de Trône, bien sûr. Donc là, maintenant, on arrive dans les petites unités qu'on va avoir changées, si on le souhaite. Donc ici, moi, je joue le démon majeur de Corne en tant que général. Donc, j'ai pas mis Bellator en tant que général, donc je n'ai pas droit au raise que je mentionnais là tantôt, Mmh. via le fait que c'est pas un général, du coup. Mais par contre, du coup, j'ai mis l'artefact qui fait que ma ward à 6 devient 5 plus. Donc, je suis entièrement pas de mon général, donc pour lui-même aussi, parce qu'il est très résistant parce que je lui ai mis l'artefact, pardon, la reroll save contre les armes de mêlée. Donc on a quand même un beau petit bestiau qui a 14 PV, save à 4, reroll au corps à corps avec une ward à 5. Avec plus un hit, plus un save qu'on peut lui mettre, il devient vraiment très très résistant au corps à corps. Et mine de rien, c'est lui, typiquement, c'est le genre d'unité qui va suivre un peu ce que j'expliquais là tantôt, où l'armée est très forte contre les armées très Death Star, dans le sens où il va faire ce qu'on appelle une rage bombe. Donc en fait, lui, quand il frappe au corps à corps, quand il fait des 6 to wound, il a une aura de 8 pas, qui fait que toutes les unités ennemies qui sont dans cette aura-là subissent autant de BM que ce qui est écrit dans son profil dégressif. Quand il est en full PV, c'est 4 BM. Après, ça se réduit à 3, 2, 1. Mmh. Mais en gros, c'est 5 attaques. Quand il charge, ça devient du 3 plus, reroll D1. Parce qu'on a plus 1 très facilement, on va pas se mentir. Et après, c'est de la 2 plus. Mais chaque 6, comme je disais, va faire cette aura. Va faire cette AOE plutôt, je veux dire. Cette AOE de BM. Donc Oui, il donc plante tous les AOE, petits juste héros. pour tout le monde, AOE, c'est
Area of Effect. Oui, c'est ça, Area of Effect. Donc en gros, ça c'est un terme qu'on utilise pour tout ce qui est effet de zone en français. Donc si vous avez une aptitude qui dit vous prenez 1 point sur le champ de bataille et tout ce qui est dans X pouces prend des dégâts, voilà. Et là c'est 8 pouces autour de la figurine, donc on rajoute le socle en plus, ce qui est assez gros et qui fait, je peux aussi le témoigner par expérience, beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs, ça Oui. lui a valu un petit surnom en anglais, on l'appelle pas le Bloodthirster, mais le Boomthirster. Et typiquement, c'est le genre de héros où votre adversaire est obligé de mettre ses petits héros qui buffent le réseau de son armée un peu plus loin. Mais s'il fait ça, du coup, il est plus à portée de ses auras. Ce minéral où il passe, c'est pas petit. C'est bon. Et voilà. Typiquement, c'est une menace qu'il faut que votre adversaire ne peut pas négliger. Et il doit en prendre conscience, en fait. Non, et en plus, il Euh, tank très bien, hein. C'est 280 oui. points, mais qui ont finalement, même s'il a une save à 4 de base, avec le Phinopane à 5, il est quand même assez solide. Et il y a 14 PV à tomber, plus la possibilité de le régénérer avec les actions héroïques, sans parler du sort persistant que tu as mis. Enfin, voilà, il y a de quoi faire. C'est aussi un aspect très contrôle, hein, de venir loquer l'adversaire sans que, en se disant, OK, mon héros en question, il est vraiment très tanky, on va pouvoir loquer des unités ennemies et encaisser au fur et à mesure comme ça. Ce mineur, je ne le mentionne pas, mais Belacor a son sort qui fait que votre adversaire a -1 au jet pour blesser avec les armes de mêlée. Ça se complète avec lui, en fait. Donc on met -1 au jet pour blesser, la résistance de Duga qui est particulièrement solide. Ça va ensemble, en fait. Tout ça va ensemble. Ensuite, j'ai mis Sinessa. Donc Sinessa, elle est très particulière, mais c'est vrai que ce combo très bien avec l'armée. Elle a juste un défaut pour moi, c'est qu'elle a un défaut, c'est que c'est une sorcière de niveau 1, donc elle peut lancer qu'un seul sort, mais elle n'a aucun fidélisateur de magie. C'est son gros défaut, parce que ses sorts, c'est principalement des sorts de valeur de lancement de 7, donc je dirais des sorts qui sont principalement importants. Donc on ne le voit pas dans la liste, mais il n'y a pas de spells qui sont donnés, parce qu'en fait, ce personnage-là connaît tous les sorts des 3 domaines de Slaanesh, en fait. Oui. Ce qui Et comme offre elle est nommée, elle ne peut pas prendre de sort générique. Ouais, ouais. Donc, c'est une sorcière qui est une boîte à outils à elle toute seule, en fait. Je ne vais pas citer tous les sorts, ce serait beaucoup trop long, mais il y en a 2, c'est pas 3, qui sont vraiment très bons avec elle, qui ont aussi un aspect très contrôle. Celui qui est le plus contrôle, qui est vraiment terrible, c'est un sort qui fait que votre adversaire vous désigne une unité ennemie héros qui ne peut pas utiliser d'ordre, recevoir d'ordre, il ne peut pas sprinter ni charger jusqu'à ma prochaine phase de héros. Donc, encore une fois, Ça peut être 2 rounds très très longs. voilà. Si maintenant on lance ce sort-là, c'est sur un gros héros qui est impactant. Imaginons Nagash, même si je ne pense pas que ça puisse vraiment passer sur Nagash, on ne va pas se mentir. Difficilement. Mais si ça passe, voilà, ou un mammouth par exemple, on va plutôt dire un mammouth. Oui. Typiquement, le mammouth en question, on va décider. Si on a prévu de se dire, OK, là maintenant j'avais prévu à la base au prochain tour d'utiliser l'effet de Belacor sur lui-même, on économise l'effet de Belacor pour plus tard ou sur une autre unité en fait. Mm-hmm. Ce sort-là, il est vraiment très fort. Et même, c'est pas que ça, c'est aussi le fait que votre adversaire ne peut pas utiliser d'ordre avec le héros en question. Si votre adversaire a un héros très particulier qui peut permettre d'utiliser une aptitude qui est vraiment très forte, je prends l'exemple de la petite Morati qui fait qu'il peut choisir une unité qu'il peut tirer, donc la petite combo avec les Blue Stalkers qui fait que pendant la phase 0, votre adversaire peut tirer. Par exemple, ce dimanche, je l'ai fait, j'ai visé la petite Morati avec ce sort-là, elle ne pouvait pas le faire pendant la phase de héros, et du coup, elle a perdu une phase de tir entière, en fait. Oui, C'est voilà. pas, elle a perdu 2 phases de tir, pardon, sur 2 roues. Donc, typiquement, c'est encore un personnage qui va être très axé contrôle. Un Le autre sort, deuxième sort, oui, voilà, j'allais dire le deuxième sort dont tu voulais parler. donc là, c'est beaucoup moins contrôle, c'est plus aspect létal. Faut savoir qu'en fait, Sinessa, elle a 2 sorts, son sort de profil et ce sort-là, le Pavan of Slaanesh, qui ont une portée infinie. C'est une portée normalement de 3 et 6 pour le sort en question, mais pour elle, quand elle le lance, c'est portée infinie. Donc, elle a besoin d'une de vue par contre. C'est le sort en question, Pavan of Slaanesh, c'est on jette autant de dés que la caractéristique de mouvement du héros ennemi qu'on a ciblé. Et pour chaque 5 plus, on va faire une BM. On a beaucoup de héros en ce moment qui ont le mouvement 14, c'est pas plus. Mm-hmm. Mais de c'est 4-5 BM qu'on va faire à distance qui ne sont pas négligeables.
ou même simplement qui synergise avec Keros, parce qu'il faut savoir que Keros, il a son sort de profil qui est en full PV, c'est 6 BM Fat. Si tu as un modèle, il invoque un spawn à moins 3 pas. Et ben, typiquement, on a souvent des petits héros avec 6 PV, même Ward à 6, ou avec Ward à 5 même, ou même des héros à 7 ou 8 PV. Bah, typiquement, ce sort-là, pour faire le petit PV qu'il faut pour pouvoir faire les 6 BM Fat, pour pouvoir le sniper, ça va bien ensemble en fait. Ça va très bien ensemble. Tout à fait. Donc encore, dans l'aspect contrôle, de pouvoir sniper un petit héros qui est important pour l'adversaire en fait. Oui. Typiquement, avoir Shunter. Oui, Ou donc un... supprimer les synergies adverses et C'est ça. vraiment handicaper le jeu adverse plutôt que. Oui, c'est ça, c'est des frappes chirurgicales en fait. C'est ça. C'est vraiment ça. Exactement ça. Euh... Et en battle line, Bah, Battleline, c'est très pauvre. Hein. On n'a que 325 points sur 2000 points. C'est très pauvre, on ne va pas se mentir. Mais elles sont importantes dans le sens où 5 Flash Hunt, pardon. Typiquement, c'est la seule Battleline de l'Alliance qui est mobile. C'est quand même un mouvement de 8. C'est très bien pour pouvoir suivre un cordon ou même faire bloquer l'adversaire chez lui s'il faut. ouais, on est sur des Euh, socles de cavalerie, ils sont que 5, donc ils n'ont pas de problème de cohérence, ils peuvent faire une belle ligne pour bloquer l'adversaire. c'est ça, c'est exactement ça. L'unité est vraiment très bonne. Honnêtement, pour 105 points, elle est Et très vous très avez un bonne. dispel en plus. Et en plus, on a un display et qui n'est pas négligeable, il ne faut pas se mentir. Donc non, ça c'est pour moi, sinon je pouvais la spammer plus, je le ferais, honnêtement. Mais j'ai expliqué pourquoi je mets les Plague Bearers. Les Plague Bearers sont importants, il faut avoir des unités de Plague Bearer ou de Demonette ou de Blue Glitter ou même de Fury ou de Pink Horror pour pouvoir transvaser les PV sur Be'lakor. On veut quand même avoir un Be'lakor qui survive plus d'un tour. Si votre adversaire le cible roule 1 imaginons, qu'il a la vitalité pour pouvoir le tuer, on a besoin de ce genre d'unité pour pouvoir transvaser les dégâts. Là où les Flesh Hunt, par contre, ils ne le font pas en fait. Non. Non, non, Ils n'ont non. pas accès à cette règle en fait. Donc avoir des unités de Packbear, c'est vraiment très important à ce niveau-là. Et de 1, ça reste une unité qui tient bien les objets, on va pas se mentir. Hein. Oui, en Quand plus de même, ça, oui. Mais jusqu'à ce que, de toute manière, oui, enfin, pour l'avoir vécu aussi, typiquement après, il y a les invocations de Pink qui suivent et qui sont aussi un très bon sac à PV pour Be'lakor. c'est ça. En fait, on ne le voit pas dans Ice même, mais comme tu le dis, les invocations en fait, font que là où normalement, si on n'avait pas ces invocations, ce sera un gros défaut d'avoir si peu d'unités en quelque sorte. On n'a que des monstres, on a quand même 4 monstres dans la liste, pardon. Mais le fait d'invoquer fait qu'on a un meilleur contre-main. C'est là ce que disait le bot ne comprend pas mon armée, que l'allégeance, parce qu'elle met que j'ai un contrôle de skill qui est très faible. Mais avec les invocations, euh, en réalité, le contrôle d'objectif il est beaucoup plus meilleur que ça. Il est vraiment beaucoup meilleur que ça. Il est vraiment, oui, il est sous-estimé par le bot, en effet. Oui. Par contre, il comprend bien le capacité de dommage, la capacité de tir, ça Oui, c'est bien compris, et le casting est très très bien compris aussi, oui, oui. Oui. en effet. Euh, Et tu as c'est là mis où on voit tous, tu as Oui, mis ça pardon. juste pour les endless spells et puis le bataillon aussi, mettre un petit peu, expliquer tes choix ici, ce serait intéressant. Enfin, le spell portal est assez évident, mais je te laisse l'expliquer quand même. Bah, le spell portal, ça suit la logique de pouvoir sniper un héros adverse. Et aussi de pouvoir ça, pas oublier que quand on tue ne serait-ce qu'un modèle avec le sort de Kairos, on invoque un spawn à moins de 3 pas de l'adversaire, ce qui est abominablement fort en V3 parce que pas oublier que votre adversaire peut faire des mouvements de repli, il peut faire des tirs de contre-charge. Bah, en fait, le fait de mettre l'unité de spawn à moins de 3 pas de ces unités-là fait que votre adversaire ne peut pas utiliser ses points de commandement pour faire ça. En fait. S'il a déjà une unité à moins de 3 pas de lui, il ne peut pas faire de redéploiement ni de faire de tirs de contre-charge. Oui, donc vous Donc allez ça, contrer les Unleashell avec un petit sort. Vous allez tuer, même si vous tuez une sentinelle luminette, c'est suffisant en fait. c'est ça. C'est vraiment ça. Faut vraiment pas faire plus. Hein. C'est ça Oui, qui rend le sort. généralement, c'est ce genre de liste à le premier tour, donc il faut essuyer le premier tour. Mais par la suite, c'est vrai que assez facilement, vous allez pouvoir faire un petit spawn dans les lignes adverses et puis après, vous évitez toute une phase de tir, c'est quand même pas mal. Oui. Et outre ça, sinon, il n'y a pas besoin de faire ce genre de petits tricks pour bloquer l'adversaire. On est vraiment un système très contrôlé, hein, je vous le redis. Hein.
ben, rien n'empêche d'invoquer le spawn et de le mettre le plus loin possible de la table, enfin de votre adversaire, mais vraiment à l'arrière. Parce que mine de rien, c'est encore un aspect très contrôle où votre adversaire, soit il décide d'avancer vers vous pour faire un maximum de dégâts vers le reste de votre armée, soit il est obligé de sacrifier en quelque sorte une unité pour aller chercher le spawn en question, donc de perdre un tour avec l'unité pour tuer le spawn, parce que si on laisse un spawn derrière, à la fin de la partie, il va revenir pour l'objectif, ce qui peut être très dramatique en fin de partie en fait. Tout à fait. Euh, Typiquement, pour moi, c'est l'un des meilleurs sorts du jeu, parce que ça, c'est de la létalité, du snipe et de l'invocation en un Oui, seul sort, ce qui est terriblement fort. en effet. Le Last Swarm, enfin le Emerald Last Swarm, pardon, ben, on a des gros monstres, dont beaucoup qui sont résistants. Le fait d'avoir pouvoir le faire le dépasser à chaque fin de phase de héros, soigner un des 3 points de vie, avec des héros qui sont quand même très résistants, mine de rien. Enfin, très, j'exagère, mais par exemple, dans le cas du démon majeur de Korn, euh, si votre adversaire le laisse à 4 points de vie, imaginons, alors qu'il en a perdu 10, il va récupérer 2d6 à chaque tour, avec l'action héroïque, plus lui-même, à condition que votre adversaire ne le dispelle pas ou que le démon majeur ne rate pas son action héroïque. Il revient très vite, très vite avec beaucoup de points de vie en fait. Tout à fait. J'ai eu des parties où mon adversaire Delta il me retire Bellacore, il reste plus que 2 points de vie à Bellacore, et je lui Mhm. dis en rigolant nonchalamment à mon adversaire, écoute, il va revenir full PV à la fin de la partie. Il me dit, je te crois pas. Fin de la partie, bon ben d'accord, il est revenu full PV. Parce que typiquement, le sort il fait un excellent travail en fait. Plus les actions héroïques qu'on peut passer par-dessus, c'est effectivement assez facile de remonter les héros full point de vie et assez rapidement. Et après, ton bataillon, tu as choisi le régiment de bataille. La raison me paraît assez logique. Tu veux arriver au moins de drops possible. Tu n'as pas vraiment de bénéfice à avoir un second artefact. Mais peut-être qu'il y a autre chose que je loupe. Bah, comme tu as dit, j'ai pas d'intérêt à jouer d'artefacts parce que j'ai pratiquement que des nommés. À l'exception, je pourrais limite donner un artefact à un prince démon. Mais on a besoin d'être maître du jeu dès le départ avec cette armée-là. Et ce que j'expliquais, bah, c'est le défaut principal, c'est qu'on ne peut pas avoir vraiment du one drop. Donc là, on a quand même 3 drops. Mais comme on voit, les méta tournois elles tournent en ce moment entre 1 et 3 drops. Donc, à voir à terme, si maintenant, quand la méta sera vraiment bien ancrée, avec les nouveaux BT qui sont sortis, qu'est-ce que ça va donner? À mon avis, il y aura des changements, clairement. Mais pour l'instant, ça marche plutôt bien ainsi. Mais voilà, ça, c'est seulement l'avenir. L'avenir nous dira comment il faut faire. Parce qu'on a beaucoup de bataillons qui sont en train de ressortir avec les nouvelles allégeances. Bon, j'ai pas trop autre chose à dire. Autrement, les autres Ok. bataillons n'ont Non, pas non. vraiment d'impact sur l'armée, en Le fait. but pour toi était juste d'avoir le minimum de pauses possible pour essayer C'est ça. d'avoir ce contrôle du premier tour et décider C'est ça. si oui ou non tu joues en premier, sachant que il n'y a pas vraiment d'obligation à jouer en premier, ça dépend vraiment du scénario, de l'armée qui est en face, des portées, des menaces de l'adversaire, etc., etc. C'est ça. Là où, ça, excuse-moi, je te coupe de Oui, dessus. Là où vas-y. l'armée est forte, c'est qu'elle peut être bonne dans le fait de commencer le round 1 T1 ou round 2 1 T2. Dans tous les cas, elle va faire quelque chose en fait. Oui, Elle a oui, cette, elle clairement. a cette possibilité de faire quelque chose. Donc l'adversaire, il doit vraiment se mettre en fonction de ça en fait. Via le portail, via le fait qu'on peut invoquer très loin les unités, via le fait que Simessa a une portée infinie sur ses sorts. Donc cette armée-là, elle sait toujours faire quelque chose en fait. C'est pour moi sa plus grosse force en fait, Oui, c'est que tu as un peu avec le une contrôle. réponse à tout, et à part, comme on l'a mentionné, des armées qui sont vraiment très très fortes en tir et qui vont avoir peut-être une seule pause, où là, tu auras peut-être quelques difficultés, enfin un petit peu plus C'est que ça. contre d'autres. C'est ça. Il y a pas d'armée ultime. Et clairement, on a tous un peu on a tous un peu notre némésis à chaque fois. Mhm. Typiquement, pour moi, je pense que c'est, sans le dire de manière plus honnête, je pense que les armées de tir très létales qui sont en train de sortir avec cette place, par exemple, ont un gros avantage contre ce genre d'armée, clairement. Ok. Voilà, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait voir ici. Donc une petite question pour finir. Est-ce que la troisième, c'est la bonne pour toi? Bah, V3,
rend les monstres très forts. Et comme là, on a une armée pardon, de 4 monstres, il y en a, ils pourront dire que le fait d'avoir des monstres, comme par exemple Sinisa qui n'a que 9 points de vie, facilement tuable par l'adversaire parce que ça rapporte un point de victoire. Ben, en fait, en faisant les parties, le fait d'avoir 4 monstres qui sont déjà même très mobiles, en fait, ceux-là par contre sont vraiment mobiles sur le coup, permet de faire facilement nous-mêmes nos objets secondaires avec des monstres, en fait. Sans que ça nous pénalise sur notre gameplay qu'on veut faire en ce moment. Donc non, pour la V3, l'armée est vraiment très bonne. À voir ce qui va se passer par rapport au prochain BT. Si la létalité des armées en face ne va pas devenir complètement débile, on n'en sait rien. Mais l'armée, elle a vraiment beaucoup de réponses. Même, je pense, dans un pairing où elle est en défaveur, elle peut encore se débrouiller, je pense. Mais sur un défaveur total, on peut rien faire. Hein, mais Non, bien il y a sûr. quand même des armes. Il y a toujours des armes maintenant. L'armée, comme je dis, elle a beaucoup de réponses. Et avec cette V3, avec le redéploiement du prince d'amour, comme je mentionnais tantôt, Ouais. elle a vraiment, même avec les sorts persistants qui peuvent se déplacer en chaque début de en chaque fin de phase de héros, pardon, elle a vraiment des bons atouts. Elle a vraiment clairement des bons atouts. Top. Je pense que tu nous as bien éclairé sur le sujet. Encore merci d'avoir pris le temps d'expliquer un peu la Légion du Premier Prince, ce qui était possible de faire avec cette faction, de donner un exemple. Merci beaucoup. J'espère que ça a aidé un petit peu les personnes qui regardent cette vidéo. Et puis, bah, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre ci-dessous. Et voilà. Merci à tous. Merci à toi, Nicolas. Et Merci à toi. non, non, avec plaisir. Et à la prochaine. Au revoir.